Le service de soins palliatifs a été créé par Maurice Abivin à l'hôpital de la Cité universitaire en 1987, avec les premiers bénévoles officiellement spécialisés d'accompagnement. En effet, dans notre pays, le contexte est autre. Il s'agit d'une générosité qui fait partie des libertés et qui se vit par choix dans des associations. Le cadre de nos interventions est prévu à l'article 10 de la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs. Voici un extrait. Les bénévoles formés à l'accompagnement de la fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent peuvent, avec l'accord de la personne malade et de ses proches, et sans interférer dans la pratique des soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l'équipe de soins en participant à l'accompagnement du malade et en confortant l'environnement psychologique et social de la personne malade et de son entourage. La circulaire du ministère de la Santé du 25 mars 2008 précise le rôle des bénévoles d'accompagnement. Il propose une présence, une écoute, dans la discrétion et le respect de l'altérité, le non-jugement et le respect de l'intimité de la personne malade et de sa vie familiale. Le bénévolat d'accompagnement se vit toujours dans le cadre d'une association. Il est organisé et exercé en équipe. Il est complémentaire de l'accompagnement des professionnels au bénéfice des personnes accompagnées. Et pourtant, il existe aussi en France des associations qui organisent l'accompagnement des personnes malades et font une lecture moins restrictive qui n'exclut pas le bénévolat de service. Exemple, l'association des bénévoles de la Maison de Gardanne à Marseille, l'association Rivage à Versailles, il y en a d'autres encore. Elles sont minoritaires. Les associations sont regroupées dans le CABA, c'est le Collège des associations de bénévoles accompagnants, et elles adhèrent à l'ASFAP. Au premier congrès de l'ASFAP à Lyon en 2011, cette question a été largement débattue et les échanges se poursuivront au prochain congrès international à Montréal en mai 2013, car la spécificité française intéresse maintenant d'autres pays. Le bénévolat d'accompagnement est fait de présence et d'écoute. L'accompagnant rencontre une autre personne, sans projet pour elle. Le bénévole ne remplace pas le salarié, très important dans notre pays. Ce bénévolat s'inscrit dans un projet de société qui vient en complément du projet de soins. C'est cela qui caractérise chez nous le mouvement des soins palliatifs et de l'accompagnement. Et pourtant, que faire à domicile lorsque se présente de façon inattendue une situation particulièrement complexe? Si 80% environ des accompagnements à domicile permettent de respecter le cadre prévu de nos interventions, il arrive, dans à peu près 20% des cas, que les situations nous interpellent. Je vous propose de vous présenter et d'analyser avec vous une situation complexe. Il s'agit d'une femme de 53 ans, vivant seule, 3 enfants majeurs marginalisés. À sa sortie d'hôpital, après l'ablation d'un poumon et la mise en route d'une chimiothérapie, nous l'appellerons Madame Louise, elle a demandé l'accompagnement de l'ASP sur proposition du Centre communal d'action sociale. Son médecin généraliste en a été informé. Mes interrogations. Qui a demandé l'accompagnement? Ici, c'est le malade.
la malade, sur proposition du Centre communal d'action sociale. S'agit-il d'un soin palliatif en phase terminale? Non, pas du tout. Il s'agit d'une phase critique d'une maladie grave. Mais cette expression se trouve dans la définition des soins palliatifs de la SFAP, aux phases critiques d'une maladie grave potentiellement mortelle. 2 accompagnants bénévoles confirmés sont sollicités pour une visite hebdomadaire d'1h30 à 2 heures et par alternance. 2 mois plus tard, mon binôme constate une certaine dépression de la malade dont la santé se détériore. Elle me propose, suite à l'accord de la coordinatrice, que l'on assure 2 visites hebdomadaires, chacune 1 fois par semaine. Ce vendredi à 15 heures, je trouve Madame Louise prostrée, anéantie, dans une pièce enfumée. Les volets sont fermés. On est dans la pénombre. Je m'assois à côté d'elle et j'attends. Quelque temps après, elle se plaint de douleurs, de crachats sanguins. Elle me dit qu'elle n'a plus de médicaments depuis 3 jours, car son fils les a pris. Il a également vidé le réfrigérateur. L'assistante sociale venue la veille lui a conseillé d'avancer son rendez-vous prévu à l'hôpital. Mais son téléphone ne lui permet pas d'appeler. Elle n'a pas osé dire qu'elle n'avait plus rien à manger. Je lui propose mon téléphone, elle accepte et appelle le secrétariat du pneumologue qui lui demande de consulter son généraliste en urgence. Ma gaffe, prêter mon téléphone. Est-ce que j'ai le droit de prêter mon téléphone? Je vous laisse la question. Elle appelle le secrétariat du généraliste, demande une visite à domicile. Réponse, impossible, on est le vendredi en fin d'après-midi. Elle signale qu'elle n'a plus de médicaments. La secrétaire n'accepte pas du tout que le fils ait pris les médicaments. Enfin, ça ne se fait pas. Madame Louise sanglote, ne peut plus parler, me tend le téléphone et me dit « Dites-lui ». J'explique ma présence, la gravité de la situation. La secrétaire s'entretient avec le médecin, il prend la communication, il me dit qu'il faxe une ordonnance à la pharmacie où les médicaments seront à disposition de Madame Louise. Il lui donne un rendez-vous pour le lundi après-midi. Avais-je le droit de prendre le téléphone à sa place, de parler au médecin directement, puisqu'elle était à côté. Elle entendait, mais elle sanglotait. Madame Louise se relève, me demande si je peux aller chercher les médicaments pendant qu'elle se lave le visage, se coiffe. Je vais à la pharmacie en voiture. À mon retour, Madame Louise prend un médicament et me demande si l'on peut marcher un peu dehors, car il fait beau. Elle a ouvert les volets. J'accepte. Le sourire a remplacé les larmes. Elle s'émerveille devant les arbres en fleurs. Avais-je le droit d'aller chercher les médicaments? Mais il n'y avait personne pour le faire. Il n'y avait plus d'aide à domicile, on allait vers le week-end. Nous marchons 20 minutes dehors et nous trouvons un banc. Est-ce que j'avais le droit d'aller me promener avec elle dehors? Ou bien fallait-il rester dans la pièce enfumée? Au retour, elle peine, elle est essoufflée, elle trouve un nouveau banc. On attend. Je lui propose alors d'aller chercher ma voiture pour rentrer. Elle sourit et accepte. Accepter une personne dans sa voiture, ceci relève de la responsabilité du chauffeur, y compris pour les assurances personnes transportées. Bon,
mais j'ai bien le droit de prendre un autostoppeur puisque je sais qu'il est assuré dans ma voiture. J'assume donc cette responsabilité en connaissance de cause. Nous passons devant la supérette. Elle me demande si je peux m'arrêter car elle n'a plus de provisions depuis le passage de son fils. J'accepte. Elle revient quelques minutes après avec une baguette de pain et nous rentrons à son domicile. Je pensais rester entre 1h30 et 2h. Je suis restée 3 heures. Quand je la quitte, elle me garde longtemps les mains avec un sourire rempli de larmes. Sa prochaine visite sera celle de l'aide à domicile qui viendra le lundi après-midi et qui la conduira chez le médecin. Nous avons aussi parfois été soucieux lorsque le fils était chez sa mère. Cette dernière nous a quelquefois conseillé de ne pas entrer. Nous avons toujours respecté sa demande. La question qui se pose: et si l'environnement est défaillant, doit-on accepter ou refuser un accompagnement? Dans chaque difficulté, des questions se posent, comme vous l'avez vu. Qui exprime de manière directe ou indirecte une demande? Y a-t-il, au moment présent, des solutions autres que celles de l'ASP pour répondre à la demande? Y a-t-il urgence? Le bénévole suggère-t-il ou accepte-t-il? Est-il dans le faire ou dans l'accompagnement? Ces accompagnements complexes donnent lieu à des réflexions approfondies. Avec le binôme d'abord, après chaque visite, avec la coordinatrice, en groupe de parole avec le psychologue. Le président de l'association et le demandeur, dans ce cas c'était le CCAS, sont informés quand nous rencontrons des situations particulièrement complexes. Le pire serait de ne pas oser dire. Alors, bénévolat d'accompagnement ou bénévolat de service? Dans un accompagnement, il n'est pas prévu de faire quelque chose avec ou pour la personne malade, ni de lui faire faire quelque chose. Il s'agit plutôt d'être avec elle au moment présent, sans projet, sans attente, dans l'écoute verbale et non verbale. D'être disponible à ce qui se passe ici, maintenant, sans jugement. Je ne viens pas pour faire de la lecture, une promenade, etc. Je viens à la rencontre de l'autre pour lui témoigner de la solidarité humaine, pour lui permettre parfois de se délester un peu de ses angoisses. Alors, si je fais quelque chose, je ne suis pas venue pour cela, mais j'accompagne cette étape de la vie avec ce que je suis. Lorsque j'écoute, j'entends. Lorsque la communication verbale n'est plus possible, je vois. Alors, si je ne peux pas faire, j'essaie au moins de savoir être.